Intégral Placement, idée de placement. Stéphane Van Nuffel est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric. Le cofondateur de netinvestissement.fr, régulièrement en train de scruter l'actualité patrimoniale pour venir éclairer les idées de nos téléspectateurs et de nos auditeurs. Aujourd'hui, on va parler retraite avec cette idée, c'est de dire que la retraite, il faut s'y prendre tôt. Ça demande donc une vision long terme, donc une vision qui est susceptible de devoir s'adapter ou d'être remise en question par l'évolution du cadre dans lequel on évoluera quelques mois, quelques années, quelques dizaines d'années après. Et justement, pour cette année, on a une donne qui est un peu bouleversée avec le prélèvement à la source. Ça remet en question quelques réflexes patrimoniaux. Il va falloir adapter quelques-uns de nos gimmicks. Alors, vous l'avez bien dit, tout est une question de stratégie en retraite. Donc forcément, que ce soit le conseiller en gestion de patrimoine ou le contribuable qui prépare sa retraite, il a besoin d'avoir une vision. Et en fait, ce qui se passe en 2017 avec ce prélèvement à la source ne remet pas en question un certain nombre de choses. C'est que simplement, il a soulevé un questionnement particulier par rapport à des produits de placement retraite qui ne vont pas avoir d'avantage fiscal, en tout cas, en 2017, du fait que finalement il n'y aura pas d'impôt 2017. Donc forcément, les Français se sont posé des questions. En deux mots, on explique simplement. Vous le savez, en 2017, nous allons payer nos impôts 2016 sur l'ancien modèle. Et à partir de janvier 2018, nous allons directement basculer sur l'impôt 2018 calé sur le dernier impôt connu de 2016. Donc quelque part, ça veut dire que nous ne déclarerons jamais des revenus que nous avons perçus en 2017. Donc des produits retraite, et un en particulier qui est tourné vers le grand public, qui est le PERP, va avoir un problème. Puisque le PERP, vous pouvez... On rappelle, un plan d'épargne retraite populaire, même si le P devrait peut-être pouvoir dire patrimonial plutôt que populaire. Je préférais, mais enfin bon, ça après c'est de la rhétorique. Mais l'idée c'est, vous avez la possibilité de déduire une partie de ce que vous versez sur votre PERP, avec des plafonds dont je vais vous faire grâce, l'année d'après, lorsque vous faites votre déclaration, puisqu'on parle enfin de l'ancien régime de prélèvement fiscal. Et même mieux, c'est l'État, c'est le fisc qui dit quel est votre plafond, vous n'avez même pas de calcul à faire, c'est renseigné directement sur votre feuille d'impôt. Vous le savez, c'est d'ailleurs la petite astuce du PERP qu'on donne régulièrement à nos clients depuis quelques années en leur disant, regardez bien votre 3e ou 4e page d'avis d'imposition, puisque des fois vous n'êtes pas à votre plafond depuis plusieurs années et les plafonds que vous n'avez pas utilisés se cumulent et vous pouvez les utiliser d'un coup. Donc il y a des possibilités de défiscaliser fort, ce qu'on avait conseillé de faire à nos clients en 2016 sur les revenus 2017 à partir du moment où on a entendu parler de cette histoire de prélèvement à la source en 2017. Parce que là, nous en tout cas, au niveau de Net Investissement, on n'est pas les seuls. On a fait le choix de dire à nos clients, stop pour les versements complémentaires en 2017 sur les PERP, puisque théoriquement, jusqu'à nouvel ordre, tels que les textes ont été avancés pour l'instant, vous ne pourrez pas déduire fiscalement ces investissements. Attention, ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne idée de placer quand même de l'argent sur un PERP. Oui, d'autant que, attention, parce que il faut avoir fait, rappelez-moi le chiffre, mais X versements consécutifs. C'est ça. Alors, je ne connais pas les tenants et les aboutissants précis de cette partie du texte, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui va se passer dans 2 mois. Donc en fait, quand un client nous pose la question de qu'est-ce qu'on va faire en termes de plafond... Quand on est sur un PERP, il faut avoir fait 17, versements consécutifs pour pouvoir ne pas être obligé de continuer. L'idée, c'est que là, on est sur une phase un peu de transition. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. Donc dans le doute, abstiens-toi. Nous, on préfère conseiller d'arrêter de faire ce versement sur le PERP. Ce qui est dommage, parce que le PERP, je le redis, reste quand même une enveloppe d'investissement et de placement qui fonctionne comme n'importe quel contrat de capitalisation ou assurance vie. Très bien. On fait quoi de ces versements? Le PERP 2018, c'est quoi? Le PERP 2018, théoriquement, vous aurez cumulé des plafonnements que vous n'aurez pas utilisés. C'est là aussi où c'est très vague dans le texte. C'est-à-dire ce que vous n'allez pas pouvoir déduire en 2017 du fait qu'il n'y a pas de possibilité de le déduire mécaniquement. Est-ce que normalement vous avez un plafond cumulé qui vous permettra en 2018, comme je l'expliquais il y a quelques minutes, de faire un versement plus fort sur une année, l'équivalent de 2 années par exemple, et donc de bénéficier mécaniquement d'une déduction plus forte. Donc le PERP 2018 pourrait avoir cet avantage-là, mais là encore, on va attendre avril et mai pour savoir exactement à quelle sauce nous risquons d'être mangés. Voilà. Donc on provisionne, on va ajuster le tir en juin, en juillet. Il restera 6 mois, même pas on a quand même 20% de nos clients qui laissent quand même leur versement programmé sur le PERP dans la vision où il n'y aura pas de déductibilité fiscale, mais comme leur PERP est un support financier qui leur rapporte quand même 2-3% par an parce qu'il est bien géré, forcément ça reste un placement comme un autre. Et dans le contexte actuel, parce qu'en plus, il ne faut pas le regarder à l'aveugle. C'est pas parce qu'il y a un avantage fiscal qu'il faut foncer tête bêche, parce qu'il y a la même problématique de frais, de rendement et de contraintes de sortie.
Il y a que le PERP sur lequel il faut réfléchir comme ça aujourd'hui ou... Bah non, alors forcément, ce que je disais, c'est qu'à partir du moment où vous avez des annonces autour de types de supports comme le PERP qui soulèvent à nouveau la question de retraite, nous on se trouve depuis quelques semaines pas mal à rediscuter avec nos clients de stratégie de retraite. Ouais. Et donc, forcément, en ce moment, l'immobilier revient sur la table, puisqu'en fait... Mais aussi avec toutes les questions inhérentes forcément au momentum de marché, avec les taux, avec les prix. C'est la même chose. On retrouve les mêmes mécaniques, que ce soit de l'immobilier classique dans l'ancien, j'achète, je fais quelques travaux, puis je vais louer, puis je vais le garder avec une vision long terme, que ce soit parce que je fais un dispositif loi Pinel, où j'achète dans le neuf, j'ai une réduction d'impôt qui me permet d'amortir un peu l'acquisition du bien, et je le vois sur du long terme, et je vais le garder pour mes vieux jours, ou je fais du meublé. Donc j'achète une chambre d'EHPAD, une chambre étudiante, et là, avec une technique comptable d'amortissement, j'en prends pour 20 ans de financement, et après j'aurai 10-15 ans de revenus défiscalisés. Dans tout état de cause, le contexte actuel d'une inflation très basse, de taux fixes très bas, fait que quand vous avez une vision retraite dans l'immobilier, c'est important ce que je dis, c'est-à-dire grosso modo, on voit un minimum 15-20 ans pour déclencher la rente. Donc on a 40 ans, 45 ans, on commence à s'endetter, et on se dit je sortirai vers 65. Comme on a fixé un taux à, je dis une bêtise, 2 sur 20 ans, aujourd'hui, l'inflation repartira bien un jour, on le sait, ce taux il sera toujours de 2. Et dans 20 ans, si l'inflation est repartie de 1,5 par an en moyenne, forcément vous allez vous enrichir du fait que votre taux, lui, n'aura pas bougé et que le coût de votre crédit n'aura pas bougé. Donc c'est un rendement supplémentaire à ajouter. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut saisir à pleine main, entre guillemets, si on en a la capacité, le levier de l'emprunt immobilier pour essayer justement d'utiliser toutes les ficelles, que ce soit les taux fixes, les prêts à palier, etc., pour programmer sa retraite. Exactement. Si c'est adapté à la situation, j'aime pas les termes il faut, tu dois, enfin voilà. Très bien. Nous conseillons de le faire pour des gens qui ont cette idée-là et qui ont cette capacité-là. Vous parlez du prêt à palier. Il ne faut pas attendre la fin de son prêt de résidence principale pour éventuellement penser à investir dans l'immobilier sur la retraite. Si vous avez un prêt de résidence principale qui s'arrête dans 8 ans, ça vaut le coup d'aller voir votre banquier, de voir si vous ne pouvez pas acheter un studio pour faire un peu de locatif avec un palier un premier palier à 70% du palier normal d'un crédit qui prendra fin aux 8 ans, c'est-à-dire à la fin de votre prêt résidence principale, et vous réaccélérerez la fin du remboursement sur les années restantes derrière. Okay. Ce qui vous permet de ne pas avoir de choc dans vos efforts d'épargne et votre pouvoir d'achat, et de ne pas attendre l'échéance d'un crédit pour en commencer un autre, comme c'était un petit peu la culture jusque-là. Juste rapidement, 2 produits que vous n'avez pas évoqués, assurance vie, PEA. Est-ce qu'il y a... Alors, il faut... Non, bon, d'accord. Est-ce qu'on doit regarder ces 2 enveloppes d'une façon ou d'une autre ? Oui, mais pour 2... Alors, si vous le permettez, juste 2 petites astuces, 2 petites choses qu'il faut rappeler peut-être aux auditeurs. Parce que l'assurance vie, le PEA, c'est des sujets, on peut en parler pendant 2 heures, voire plus. L'assurance vie, vous avez des contrats d'assurance vie qui peuvent vous proposer des annuités garanties sur des rentes. Vous savez qu'un contrat d'assurance vie, vous pouvez le sortir sous forme de rachat partiel, total, quand vous voulez, mais vous pouvez aussi déclencher à un certain âge des rentes viagères. Le capital est à ce moment-là annihilé par l'assureur et qui va vous verser selon une table de mortalité une rente fixe qui sera plus ou moins fiscalisée selon l'âge où vous allez la déclencher. Bon. Vous avez des assureurs qui proposent des annuités garanties. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de risque de changement de table de mortalité ou choses comme ça. Il vous dit, vous voulez combien ? Vous voulez du 2,5% de rendement sur votre capital, vous aurez 2,5% de rendement sur le capital. Ça peut être extrêmement rassurant. Il faut faire attention en période d'inflation basse, parce que si l'inflation explose à 4, votre 2,5 forcément ne servira plus à rien. Ouais. L'autre petite astuce qui est peut-être plus importante, les gens l'oublient. Vous avez 2 familles de PEA en France. Vous avez le PEA bancaire, vous pouvez mettre des titres secs qu'on a tous auprès de votre banquier. Et puis vous avez les PEA assurantiels qui sont en fait des contrats de capitalisation avec une option fiscale PEA. Ces PEA assurantiels permettent, après 8 ans, de sortir en rente viagère quasiment totalement défiscalisé, hors prélèvements sociaux, bien entendu. C'est très important, les gens ne savent pas, et vous connaissez mon appétence pour l'investissement dans l'économie réelle. Le PEA reste quand même encore un moyen d'investir dans des choses concrètes, avec un niveau de risque certes plus élevé, mais si vous le faites pour votre retraite et que vous ouvrez un PEA à 30 ans en vous disant j'ai 35, 36, 37 ans peut-être d'activité devant moi encore, théoriquement, n'importe quel modèle mathématique vous montre que sur 35 ans, pour se rater en bourse, il faut insister. Vraiment, il faut avoir envie. Oh. Et ben voilà quelques pistes de réflexion ce matin, livrées par Stéphane Van Nuffel. Merci Stéphane, à très bientôt. Je vous en prie Cédric. Pour netinvestissement.fr, on est toujours en hausse à Paris, plus 0,2% et toujours au-delà des 5000 points.